Bonjour à tous, bienvenue pour ce midi causerie. Nous vous remercions d'être ici en ligne. Je vais juste faire un petit rappel et puis une petite présentation avant que nous commencions. Donc, je suis Stéphanie, je suis agente de communication à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Pour vous préciser que la rencontre sera enregistrée. Elle sera sans doute mise en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la consulter plus tard si vous le souhaitez. Je vais laisser la parole donc à Lara Gauthier, qui est professeure adjointe au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé. Et à la fin de la présentation, il y aura une période de questions-réponses. N'hésitez pas en fait à poser vos questions par écrit via le clavardage en fait qui doit être dans votre menu Zoom. Et puis si jamais on a l'occasion, parce que je pense qu'on n'est pas forcément très nombreux, on pourra éventuellement, si l'occasion se présente, ouvrir les caméras et ouvrir le micro. Ça sera à la discrétion de Madame Gauthier à la fin de la rencontre. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Stéphanie pour l'introduction. Merci à toutes. Je pense qu'on n'est que des personnes de genre féminin aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Je vais admettre les personnes qui rentrent au fur et à mesure. Donc, on m'avait demandé au départ de faire une conférence. Je vais introduire quelques éléments de conférence, quelques éléments de contexte de ce qui m'intéresse pour mes recherches, mais je vais surtout insister en fait sur les projets qu'on mène dans mon équipe de recherche et donc je vais en profiter pour vous présenter notre équipe de recherche pour lequel on a créé un nom qu'on a essayé de penser original. Là. Donc, c'est le Lab C3I. Donc, je vais essayer de vous en parler au fur et à mesure de cette présentation en même temps. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Recherche participative sur l'action intersectorielle au Québec et en Ontario ». Et donc, je vais vous parler donc, des différents projets qui s'insèrent dans le cadre de ce titre. Mais pour commencer, je voulais vous donner quelques brefs infos sur qui je suis et donc, voilà, pour que vous puissiez aussi apprendre à me connaître. Donc, je suis prof depuis 2020, donc c'est assez récent. C'est aussi l'objet de ces midi-causeries, c'est vous donner l'occasion en tant qu'étudiant de pouvoir rencontrer les profs qui ont été récemment intégrés à l'ESPUM. Je suis prof au département de gestion, évaluation et politique de santé. J'avais fait mon doctorat à l'ESPUM entre 2014 et 2019, mais dans un autre département de l'ESPUM, le département de médecine sociale et préventive. Et j'avais fait mon doctorat à l'époque en santé mondiale. Donc, j'ai vraiment plus un profil à l'origine ancré dans ce champ-là de la santé publique. Et j'étais en co-tutelle de thèse avec l'Université de Paris. Donc, j'ai aussi un doctorat de l'Université de Paris. Et j'ai ensuite fait un postdoc d'1 an à l'Université McGill. Je suis, en plus d'être prof, responsable de 2 microprogrammes de 3e cycle qui visent à développer une compétence distinctive d'étudiants de niveau 3e cycle en évaluation des services de santé et des systèmes de santé. Et donc, dans ce cadre-là, j'organise diverses activités pour les étudiants en évaluation à l'ESPUM, même en dehors de ces 2 micro-programmes-là. Donc, on organise des webinaires chaque mois, on organise des ateliers, on organise diverses activités. Et donc, j'en profite pour vous parler de l'activité qu'on organise à la fin de ce mois. Donc, dans le cadre du cycle de webinaires en évaluation, tous les webinaires se tiennent le dernier vendredi du mois de 12h à 13h et j'en profite pour glisser un mot sur notre présentateur de la prochaine fois, donc le 26 novembre, qui va justement donner une conférence qui entre directement dans mes intérêts également. Il va nous parler de l'évaluation d'intervention complexe à partir justement d'une démarche intersectorielle, multiniveau et multistratégique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Je pourrais mettre le lien d'inscription dans le chat si vous voulez. Et la deuxième activité pour laquelle je vous invite à manifester éventuellement votre intérêt, c'est le concours d'études de cas en évaluation 2022 de la Société canadienne d'évaluation.
L'année dernière, on avait 2 équipes qui ont concouru à l'ESPUM et une de ces équipes a été victorieuse de ce concours-là. Et ça a été vraiment une belle opportunité de réseautage pour les étudiants et surtout de pouvoir en fait travailler en équipe puisqu'il s'agissait de réaliser en 5h30 2 fois un travail évaluatif à partir d'une étude de cas. Et donc, ça a stimulé vraiment les échanges entre les étudiants. Et on agissait moi et plusieurs autres professeurs de l'ESPUM comme coach. Et donc, ça a été voilà, une belle expérience. Donc, si ça vous intéresse de former une équipe, si vous avez des collègues qui seraient intéressés par le concours de l'année prochaine, donc c'est à partir du mois de janvier, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire aux autres personnes qui sont impliquées dans ce concours d'études de cas pour manifester votre intérêt à participer à ce concours. Et je vous laisse aussi mon compte Twitter si jamais certains d'entre vous sont sur Twitter. Quelques infos un peu drôles à mon sujet ou un peu particulier. J'ai fait en fait une partie de ma vie dans les pays en développement, même si je n'aime pas tellement cette appellation. J'ai notamment grandi au Sénégal. J'ai fait mon adolescence, une partie de mon adolescence au Cambodge. Et bien sûr, j'ai aussi vécu en France. Je suis française d'origine. Puis pendant mes études universitaires, j'ai vécu plusieurs années à l'étranger. J'ai travaillé aussi plusieurs années à l'étranger après mes études universitaires. Donc, j'ai vécu en Chine, au Burkina Faso et en Italie en particulier. Et pendant mes séjours en Afrique de l'Ouest, ce que j'ai toujours aimé faire quand ça tombait au bon moment, c'est-à-dire au moment de la période de mars-avril, c'est de pouvoir aller voler en fait des mangues sur les arbres des voisins pendant mes différents séjours quand j'avais la possibilité d'avoir accès à des manguiers. Donc, je suis une grande amatrice de mangues. Et puis, quelque chose de plus sérieux, pendant mon doctorat, en fait, j'ai souhaité faire du bénévolat quand j'étais notamment en France et puis ensuite quand je suis revenue à Montréal pour des programmes, des organismes qui intervenaient notamment auprès des migrants et notamment en santé. Et donc, c'est à partir de ces expériences de bénévolat-là que j'ai décidé, en fait, de me reconcentrer sur des recherches autour de thématiques liées à la santé des migrants et en particulier la santé des populations de migrants les plus vulnérables, donc particulièrement les demandeurs d'asile, les migrants sans statut, les réfugiés et les travailleurs agricoles temporaires. Alors, mes intérêts de recherche, justement, c'est notamment en évaluation des services et systèmes de santé, en santé des migrants et en collaboration intersectorielle. Je vais vous expliquer d'où viennent ces intérêts-là. Donc, pour commencer, en fait, puis ça, c'est vraiment des constats que j'avais faits pendant mes expériences de bénévolat et ça a été des éléments qui ont ensuite d'ailleurs été confirmés dans diverses publications. Je vous ai mis quelques références ici. Il faut savoir qu'au Québec, mais ce n'est pas seulement le cas au Québec, c'est le cas en fait dans tous les pays qui accueillent des migrants en général. Par rapport à la population générale, ces migrants donc vulnérables ont en fait une moindre santé auto-perçue. Et en plus de cela, ou à cause de cela, ils rencontrent de nombreux obstacles à l'accès aux services de santé et services sociaux. Donc, c'est vraiment ces problématiques-là qui structurent en fait mon intérêt pour ce champ-là. Et je dirais que la pandémie de COVID, en fait, a permis de mettre le doigt sur ces problématiques-là et même a contribué à les exacerber. On parle d'un triple fardeau, en fait, pour ces populations-là. C'est un concept qui n'est pas de moi, hein, qui vient de plusieurs publications des Nations Unies, en fait, ce triple fardeau pour les migrants. Donc, on parle évidemment de crise sanitaire pour les migrants, puisqu'on sait que ce sont des populations qui sont particulièrement affectées par la COVID-19. Ils ont un risque accru de contracter la COVID-19, du fait notamment de conditions de travail précaires et de logements également potentiellement insalubres et surpeuplés.
Et on parle aussi bien sûr d'une crise socio-économique pour ces populations puisqu'ils ont été aussi les premiers affectés par les fermetures de certaines entreprises dans le contexte de la COVID-19 et donc avec une augmentation du chômage et des problématiques liées à cela qui en découlent bien sûr de façon logique. Et puis ça c'est vraiment aussi particulier à la migration, au phénomène de la migration, une crise de la protection avec, comme vous le savez, la fermeture des frontières qui n'est en fait aujourd'hui toujours pas complètement actée. La réouverture n'est toujours pas actée entre notamment la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et puis une restriction en fait d'accès en général et de possibilité de renouvellement de permis de séjour pour ces populations dans le contexte de la pandémie. Donc, de nombreuses problématiques et en plus de ça, la fermeture de nombreux services aussi d'intégration qui sont en temps normal disponibles pour ces populations-là. Donc, voilà pourquoi on parle d'un triple fardeau. Et j'aime bien citer des auteurs qui ont publié là récemment dans le BMJ Global Health, qui parlent en fait d'une fausse dichotomie entre les services sociaux et les services de santé. Puis là, je pense que ce triple fardeau et la pandémie dans ça vraiment révèle cette fausse dichotomie de façon encore plus marquée en fait. Donc, pourquoi parler de déterminants structurels? On parle des déterminants de la santé. Je pense que tout le monde ici connaît bien ce schéma-là. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on va avoir tendance à se concentrer sur ces problématiques qui se situent dans les déterminants intermédiaires, tout simplement parce que c'est en général plus facile en fait d'intervenir sur ces facteurs-là plutôt que sur les facteurs structurels et systémiques. Et c'est pourtant cela, moi, qui m'intéresse en particulier. On parle aussi de déterminants upstream. Là. Il y a plusieurs ouvrages, dont celui de Radcliffe que je cite souvent dans mes travaux, qui parle de ces déterminants upstream. Donc, c'est ça reflète le même concept que les déterminants structurels, hein, bien sûr. En fait, on essaye, quand on fait de l'analyse de ces déterminants structurels, on essaye de montrer comment, en fait, le contexte politique et socio-économique qui entoure les populations vulnérables, en particulier les migrants vulnérables, en fait, va déterminer la position sociale, le statut socio-économique de ces personnes, leur accès à l'éducation, leur travail, leurs revenus. Et en fait, c'est une fois que ces éléments-là sont structurés, que ça va aussi façonner les circonstances matérielles de ces personnes, donc leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, etc. Et évidemment aussi leurs facteurs psychosociaux, etc. Et c'est ces facteurs-là qui ensuite vont impacter leur santé directement. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je trouve que c'est intéressant de travailler. Et puis, surtout, aussi de s'intéresser à ce passage, en fait, entre la position sociale et les circonstances, les conditions de vie, en fait, et comment les services de santé, les organismes communautaires qui interviennent dans les structures de soutien, donc notamment de soutien social, vont pouvoir impacter justement ces différentes circonstances. Donc, on sait en fait que les inégalités sociales de santé, et notamment celles qui touchent les populations migrantes, sont nombreuses. Il y a énormément de travaux sur les circonstances qui font que ces populations-là ont moins accès aux services de santé et ont une moins bonne santé. J'en ai cité tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ces descriptions-là et essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on peut lutter contre ces inégalités sociales de santé au niveau des systèmes, des structures et des politiques. Et en fait, en se posant premièrement la question, c'est quoi la part en fait de ces systèmes et de ces structures dans la structuration de ces inégalités sociales de santé et dans la perpétuation aussi de ces inégalités sociales de santé. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à cela? C'est aussi à travers la réalisation
qu'en fait, on peut améliorer l'expérience des services, donc leur réceptivité, leur accessibilité, leur acceptabilité, etc., en considérant le système et les services de santé comme une partie de la solution et pas seulement comme le problème. C'est sûr que ça fait partie du problème. Ces systèmes, ces structures, ces politiques, ils ont une part importante dans ce problème. Mais en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi et comment surtout on peut s'attaquer à ces systèmes et comment est-ce qu'on peut travailler avec les décideurs, avec les intervenants de la première ligne en particulier pour justement s'attaquer à ce problème-là. Donc, l'objectif de mes recherches, c'est d'analyser les déterminants structurels de la santé et du bien-être des populations migrantes vulnérables. J'aime bien parler de bien-être plutôt que de santé, simplement, parce que je pense que c'est important d'avoir une perspective vraiment plus globale aussi de la santé. Et notamment donc, à travers l'évaluation des services de la première ligne, donc du réseau des services de santé et des services sociaux, mais aussi du secteur communautaire, par des approches en sciences de la mise en œuvre, donc en évaluation, des processus en particulier, et en mettant l'accent en particulier sur la collaboration entre les services. Donc, c'est là qu'on parle d'intersectorialité. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre comment les intervenants des services de santé, des services sociaux institutionnels et les intervenants communautaires travaillent ensemble pour améliorer les services pour ces populations-là. Et les recherches que je mène sont principalement qualitatives, co-construites avec des usagers et des intervenants de la première ligne, mais aussi avec des décideurs, parce qu'on sait que c'est eux, finalement, qui peuvent avoir un impact sur les structures et les politiques qui nous intéressent. Donc, pour passer à l'équipe de recherche, alors justement, on vient d'aborder la question d'intersectorialité. Donc, notre laboratoire s'appelle le Lab C3I. Alors, qu'est-ce que c'est que ce laboratoire? Donc, en fait, le C, ça correspond à collaboration et les 3 I, c'est pour interdisciplinaire, interprofessionnel et intersectoriel. Alors, je vais passer au travers de ces 3 concepts. Puis en fait, pour vous montrer que finalement, c'est comme la santé publique, interdisciplinaire, donc avec des personnes qui font partie de cette équipe qui ont des formations en sciences sociales, en sciences politiques, en sociologie, en socio-économie, en économie, en gestion, mais aussi en sciences de la santé. Et puis bien sûr, avec un complément qui vient souvent plus tard, souvent au 2e, voire au 3e cycle, en santé publique et ou en santé mondiale. Interprofessionnel, même chose, c'est toujours comme la santé publique, ça implique des travailleurs sociaux, des anthropologues, des sociologues, des éducateurs, des gestionnaires, mais aussi des médecins, des psychologues, des infirmiers et puis bien sûr des experts en évaluation puisque c'est le champ dans lequel je m'insère. Et au niveau de l'intersectorialité, eh bien, c'est la même chose, c'est vraiment comme la définition elle-même de la santé publique. On s'intéresse aux déterminants structurels et intermédiaires de la santé, donc on dépasse la santé clinique, bien évidemment, et on va parler à ce moment-là de secteur ordre, donc on va parler de l'État, on va parler des services de l'État, donc les services publics, mais aussi les services du tiers secteur, donc ça va être les organisations de la société civile, les organismes communautaires, les ONG, les organisations philanthropiques éventuellement aussi, et puis enfin le secteur privé à but lucratif. Donc là, ça va être les entreprises, les compagnies, etc. Et les secteurs champs qui sont impliqués dans l'intersectorialité, ça va vraiment varier en fonction des thèmes, mais ça va certainement impliquer le secteur de la santé, mais aussi le secteur social, le secteur de l'éducation, éventuellement, si on est en santé urbaine, le secteur de l'aménagement, le secteur du développement durable. Il y a vraiment plein d'autres secteurs qui peuvent être impliqués, secteurs champs qui peuvent être impliqués dans l'intersectorialité sur ce thème-là. Et puis, bien sûr, on s'insère dans la perspective de la santé dans toutes les politiques. Hein. Je pense que tout le monde l'aura aussi compris. Donc, ce qui est au cœur de notre équipe de recherche, c'est vraiment la recherche participative avec une démarche de transfert de connaissances intégrées. Donc là, je reprends vraiment des concepts qui sont promus notamment par les IRSC.
Donc, il s'agit, en ce qui concerne notre équipe, vraiment de replacer les intervenants et les intervenantes et les communautés d'usagers au centre, au cœur de la conception et de la mise en œuvre de la recherche. Donc, ce n'est pas seulement de faire des restitutions de résultats à la fin de la recherche, mais c'est vraiment de co-concevoir dès le début des protocoles de recherche et des méthodes de collecte et d'analyse avec ces personnes-là pour s'assurer qu'on collecte des informations qui seront véritablement pertinentes et utiles à ces personnes-là. Donc, on va les faire participer à des comités aviseurs, en français ou en anglais, dépendamment de là où se situent nos recherches, pour chacun de nos projets, qui sont composés donc d'intervenants de la première ligne, incluant les organismes communautaires et les employés des réseaux institutionnels de prestataires de santé et de services sociaux, des usagers de services migrants, ça c'est extrêmement important. Donc, on travaille notamment avec les centres qui s'intéressent à l'approche du patient partenaire pour pouvoir s'assurer de donner une place importante à ces usagers dans nos comités de gouvernance de nos projets de recherche. Et puis aussi des décideurs à différents paliers de gouvernement, comme on s'intéresse à l'intersectorialité, évidemment le palier municipal, mais aussi les paliers régionaux et provinciaux. Et également, on implique le plus possible l'Agence canadienne de santé publique. Et puis, bien sûr, aussi des chercheurs qui font partie de ces comités aviseurs. Alors, comment est-ce que fonctionne notre équipe de recherche, notre lab? Donc, c'est évidemment un espace collaboratif. On essaye d'infuser du soutien mutuel entre les personnes qui sont membres de ce laboratoire, de cette équipe. Donc, on partage les objectifs qu'on se fixe à chaque session. On partage aussi, bien sûr, les expériences, les difficultés, les défis qu'on rencontre. À travers des échanges qu'on essaye de maintenir le plus possible collaboratifs aussi et donc informels. On a plusieurs supports. On utilise beaucoup Slack, on utilise aussi Zoom et éventuellement, bien sûr, on fait des rencontres en présentiel quand on juge que ça peut être utile. Par exemple, cette session, on va avoir fait 2 rencontres en présentiel pour notre équipe de recherche. Et puis, on fait des rencontres aussi à chaque quinzaine, donc sur Zoom. Et également, ça, on ne l'a pas encore fait, donc ça, c'est encore en développement. On va faire aussi des rencontres de rédaction de type Pomodoro sur le même modèle que le modèle Taisez-vous. Si vous ne connaissez pas Taisez-vous, je vous recommande d'aller voir ce site-là. C'est vraiment super intéressant. Puis, ils offrent beaucoup de ressources pour les étudiants, pour briser l'isolement des étudiants et leur donner des conseils pour rédiger de façon efficace. Alors, notre espace Slack, c'est celui-ci. Donc, voilà, je vous donne juste quelques petites captures d'écran de notre espace Slack. J'aime vraiment beaucoup Slack, beaucoup plus que Teams. Je sais que je ne devrais pas dire ça parce que je suis à l'Université de Montréal, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile à utiliser que Teams et c'est aussi plus convivial. Donc, c'est ça, on a différents canaux. On peut aussi échanger de façon individuelle entre nous. Et puis, on a une bibliothèque partagée qu'on a créée donc à partir du compte de l'université Microsoft. Là, à partir de OneDrive, on peut créer des groupes et donc des bibliothèques partagées à partir de là. Et donc là, je vous montre une capture d'écran de notre bibliothèque partagée ici. Une chose importante que j'ai essayé de développer dès qu'on a monté cette équipe de recherche, c'est de faire en sorte avant chaque rencontre qu'on fait donc à chaque quinzaine, c'est que chacun des étudiants et moi y compris, en fait, remplissent un questionnaire de bien-être. Et ça, c'était une recommandation qui avait été faite par différents acteurs des ESP à l'Université de Montréal. Et donc, on essaie de prendre la température de comment ça va et on essaie de voir comment on peut s'entraider, comment on peut trouver des ressources d'aide, en fait, quand on se rend compte qu'on passe beaucoup trop de temps devant les écrans ou qu'on ne fait pas assez de pauses entre nos différentes activités. Donc, ça, c'est vraiment un aspect essentiel de notre démarche aussi.
Alors maintenant, qui fait partie de cette équipe? Je suis sûre que vous êtes curieux maintenant de savoir qui fait partie de cette équipe-là. Pour l'instant, il y a 4 étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycle. On a une coordinatrice et puis une responsable, donc ça, c'est moi. On a des profils diversifiés qui sont le reflet de notre laboratoire. Donc ici, je vous montre en premier notre coordinatrice de recherche, Agnès Douard, qui vient de commencer en fait avec nous. Donc, elle est notamment recrutée sur le projet REAC, dont je vais vous parler tout à l'heure, et elle a une formation en administration des affaires, en marketing et en soins infirmiers. Elle a travaillé pour le service de la formation continue de la FAS à l'UDM pendant plusieurs années, et donc elle a vraiment une bonne connaissance aussi des besoins pour les étudiants. Donc, c'est vraiment une belle chance qu'on a de l'avoir dans notre équipe. Geneviève, qui est donc étudiante à la maîtrise en santé publique à l'option Santé mondiale. Elle fait un stage avec nous. Le sujet sur lequel elle travaille donc s'intègre dans une de mes recherches donc, et porte sur l'exploration des facteurs contextuels et individuels qui façonnent les besoins de santé des mineurs non accompagnés. Donc, c'est une population de demandeurs d'asile particulièrement vulnérable. Et donc, elle fait une étude mixte à Montréal. J'ai oublié d'enlever comparatif ici. Sa formation initiale est infirmière clinicienne et elle est d'ailleurs infirmière au PRIDA, qui est un programme régional qui offre des services justement aux demandeurs d'asile. Donc, elle est vraiment bien placée pour nous aider dans cette étude-là. On a Elvire Touré-Peñugo qui est à la maîtrise en administration des services de santé. Elle fait un mémoire. Elle travaille sur la continuité et la coordination de l'offre de soins dans le cadre d'une campagne de chirurgie réparatrice proposée à des femmes excisées dans le CHU de Bogodogo au Burkina Faso. Et elle va notamment faire une recherche qualitative auprès du personnel impliqué dans cette campagne-là. Elle est formée en médecine et en gynécologie et elle a reçu le prix de l'engagement scientifique du CRESP en 2021. C'est important de le souligner. On a aussi Lignon Lignon, qui est étudiant au doctorat en santé, donc doctorat de santé publique. Il fait l'option système, organisation et politique de santé. Son sujet provisoire est de proposer un modèle de prise en charge interdisciplinaire des mineurs non accompagnés. Sa formation initiale est en médecine et il a fait aussi un master de santé publique en France. On a également Armel Oufouette, qui est également un doctorat en santé publique dans la même option que Lignon. Il va travailler lui aussi dans le contexte de la recherche REAC et il va plus particulièrement s'intéresser à l'analyse du rôle des initiatives intersectorielles émergeant durant la COVID-19 dans l'accessibilité aux services de santé mentale des nouveaux arrivants vulnérables. Sa formation initiale est en soins infirmiers et il a également réalisé un master en administration, gestion humanitaire et développement international. Voilà donc pour ce qui est de notre équipe. Alors, sur quel projet on travaille? Donc, justement, on travaille sur un projet financé par le réseau québécois COVID Pandémie et la Fondation du Grand Montréal sur le bien-être des intervenants et des intervenantes communautaires pendant la pandémie à Côte-des-Neiges et à Notre-Dame-de-Grâce, donc ici à Montréal. On a également un projet sur la réponse intersectorielle au bien-être des mineurs non accompagnés sur un financement du CRSH. Et on a le projet REAC, dont j'ai déjà parlé un petit peu, sur financement IRSC pour 2 ans. Je vais vous donner davantage de détails sur ce projet-là tout à l'heure aussi. Les projets à venir que je souhaiterais développer dans les prochaines années, c'est celui notamment d'un laboratoire vivant pour co-créer un modèle d'évaluation de la performance des trajectoires de service en y intégrant l'apprentissage de l'humilité culturelle dans le contexte de la cultural safety ou sécurisation culturelle en français. Une autre idée qu'on aurait, ce serait de construire un modèle de prise en charge intersectorielle pour répondre aux besoins complexes des mineurs non accompagnés en continuité des travaux que fera Lignon en particulier. Et également de proposer une communauté de pratique pan-canadienne pour soutenir les pratiques des personnes intervenant auprès de cette population-là. Donc voilà, ça c'est des idées de projets à venir. Et puis, on va terminer là-dessus. On recrute en fait pour le projet REAC, justement. Donc, ça me permet de vous donner davantage de détails. Donc, ce projet-là, qui est financé sur 2 ans, comme je vous le disais, vise à analyser les processus d'émergence et d'implantation d'initiatives intersectorielles
dans le contexte de la COVID-19 pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants vulnérables à Montréal, à Sherbrooke et à Toronto. Donc, on s'intéresse à plusieurs questions de recherche, mais notamment comment les organismes communautaires et les institutions de santé et des services sociaux ont transformé leurs services dans le contexte de la pandémie, comment ça s'est passé, de quelle manière ces transformations-là permettent de renforcer la collaboration intersectorielle, notamment entre le secteur de la santé, le secteur social et le secteur communautaire, et quelle a été l'expérience de ces initiatives-là par les usagers nouveaux arrivants et quelles sont les leçons à retenir pour aller vers éventuellement une pérennisation de ces activités-là et éventuellement leur mise à l'échelle. Donc, voilà en bref un peu ce sur quoi ce projet-là porte. On recherche des étudiants qui seraient à l'aise avec les méthodes qualitatives, qui seraient intéressés par les problématiques liées à la santé des migrants et qui maîtriseraient aussi l'anglais parce que ce projet-là se déroule aussi en Ontario. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez évidemment me contacter. Évidemment, il y aurait des financements possibles, des bourses de maîtrise ou des contrats d'auxiliaire de recherche également. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention, puis j'attendrai vos questions. Merci beaucoup, Lara. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, je les invite à se manifester. Peut-être, Lara, si tu es d'accord, en levant la main pour que les personnes puissent prendre la parole à la caméra. Oh, ma caméra n'est pas ouverte, d'ailleurs. Ça sera peut-être plus sympathique, étant donné que nous sommes en petit nombre, pour pouvoir interagir. Merci beaucoup. Puis je pense que vous pouvez, je ne sais pas si Stéphanie était d'accord, vous pouvez activer vos caméras aussi si vous le souhaitez. Absolument, très très bonne idée. Qu'est-ce que ça vous inspire comme question, thème? Oui, Luce Morin. Oui, bonjour. Merci, Lara, pour ta présentation. C'était très clair et ça semble très intéressant comme labo de recherche et vos projets aussi actuels et à venir. J'ai une question un peu technique pour toi. J'ai été chargée de cours à l'Université de Montréal pendant la pandémie, puis un peu intuitivement, comme toi. Au début de mes cours, je faisais un petit questionnaire santé-bien-être pour essayer de situer le niveau d'énergie de mes étudiants, puis en même temps, prendre le pouls pour pouvoir m'ajuster puis rappeler les services d'aide. Puis un étudiant qui m'a dit, mais Lucie, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée parce que les étudiants qui ne vont pas bien, c'est comme si tu les mets dans un mauvais état d'esprit au début du cours en leur rappelant que pour eux, ils n'ont pas beaucoup d'énergie et que ça ne sera pas facile. Donc, je voulais voir un peu si vous aviez réfléchi à ça, puis si oui, est-ce que c'est possible de me partager ton questionnaire? Je me dis, moi, j'ai toujours l'idée de vouloir continuer à créer un lien puis à prendre le pas avec mes étudiants, fait que je serais curieuse de voir le questionnaire puis comment tu l'utilises. Oui, c'est une super bonne question. Très honnêtement, j'ai réutilisé un questionnaire qui avait été partagé pendant une rencontre des ESP que j'avais trouvé super utile pour justement essayer de tenir compte de cette problématique-là dans mon équipe de recherche. Donc, je peux mettre mon questionnaire là, il y a aucun... Enfin, c'est pas le mien d'ailleurs. Je l'ai donc emprunté aux ESP après évidemment leur accord, puis ils l'ont diffusé en fait à tous les participants à cette rencontre-là. Je le trouvais bien fait parce que justement, il ne s'agit pas de verser ses états d'âme dans ce questionnaire-là, c'est juste d'essayer de voir combien de pauses on fait dans la semaine, combien d'heures on passe devant l'écran, combien d'heures en rencontre Zoom. Donc, c'est assez, je dirais que ça permet de prendre peut-être un petit peu de distance. Et puis, quand on voit, en fait, quand on fait l'analyse dans nos rencontres, on le fait soit au début de la rencontre, soit à la fin, ça dépend en fait de la dynamique de la rencontre aussi. On essaye en fait de voir déjà c'est quoi les résultats et puis
Si on voit qu'il y a vraiment des étudiants qui passent beaucoup trop de temps devant les écrans ou qui font pas assez de pauses, notamment, on essaye d'en parler. Puis, évidemment, le questionnaire est anonyme, donc je pointe jamais la personne. Je sais même pas qui c'est, en fait. J'ai pas moyen de savoir qui a répondu, évidemment. Et donc, je propose, en fait, à ce que les étudiants, éventuellement, proposent des solutions, en fait, à ce problème-là. Et j'essaye aussi de fournir certaines ressources. Donc, c'est sûrement pas idéal. Je pense que c'est vraiment une problématique de fond que vous soulevez là. Après, je pense qu'il faut essayer de trouver des moyens de formuler les questions dans ce formulaire-là qui permettent justement aux étudiants de s'exprimer sans que ça renforce justement éventuellement leur problématique de santé mentale. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite, dès que je le retrouve. Merci beaucoup, Lucie, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient réagir, qui auraient peut-être des questions supplémentaires à poser à Lara pendant que nous sommes ici? Anne. Je peux y aller dans ce cas-là? Je vois. Vas-y, Anne. Vas-y, Anne. Oh, J'irai après. Non, excuse-moi, Rosanne, je pense que tu étais avant moi, vas-y. Je t'en ai un petit peu, je vais baisser ma main là, avant de créer la panique. J'ai trouvé ta présentation super intéressante, Lara. J'aimerais en apprendre plus sur les migrants non accompagnés. On dirait que même si c'est un domaine sur lequel je travaille aussi depuis un certain temps, j'ai pas vu beaucoup de choses sur les... en fait, je dirais que c'est la première présentation sur la santé des migrants où on parle de migrants non accompagnés. Donc, je savais... Je suis un peu... inconnaissante là, de l'ampleur de la situation au Canada, dans le fond. Oui. Ben, c'est en fait, c'est pas surprenant, Rosanne, parce qu'en fait, au Canada, il y a pratiquement aucun travaux en fait là-dessus. C'est vraiment... pourtant, c'est pas si récent que ça. Hein. Il y a des MNA, je pense, depuis la fin des années 90 au Canada. En fait, on parle d'une population de jeunes, en général des adolescents, donc entre 14, souvent, même parfois ça peut être à partir de 12 ans, mais c'est quand même assez rare. En général, ils ont entre 14 et 18 ans, en fait. Et ils décident de venir au Canada pour s'installer, soit parce qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine pour raisons politiques ou pour raisons d'identité ou d'orientation sexuelle. On a souvent ce genre de cas-là au Canada. Et ils sont considérés d'emblée comme des demandeurs d'asile. Donc, c'est pour ça que c'est le PRIDA qui s'occupe d'eux et qui leur assigne automatiquement un travailleur social qui va les accompagner en fait du début de leur parcours de demande d'asile jusqu'à la fin, et même souvent, même une fois qu'ils ont obtenu leur statut de réfugié, ils vont continuer à les accompagner pendant un certain temps. On va faire une présentation, si ça t'intéresse, Rosanne, on va faire une présentation de nos résultats de notre étude, là, qui était en fait mon projet de postdoc, en février, le 24 février. Donc, si ça t'intéresse, je t'enverrai le lien pour t'inscrire. Merci. Super. Ça représente, oui, je n'ai pas donné de chiffres, mais ça représente environ une centaine de nouveaux MNA par an qui arrivent sur le Québec. C'est plus que ça, je crois que c'est à peu près 500, entre 500 et 1000 pour l'entièreté du Canada. Mais là, récemment, on a su qu'il y avait des demandes de MNA qui arrivaient là à chaque jour, en fait. Donc, apparemment, avec la réouverture progressive des frontières, il y a vraiment apparemment de nombreuses demandes qui se font pour ces jeunes-là. Merci. Oui, Anne. Oui, bonjour. Déjà, je ne vous vois pas à l'écran, fait que c'est dommage, on n'est pas nombreux, mais je ne sais pas ce qui se passe avec Zoom En tout cas, j'ai comme un problème technique qui fait que je ne vous vois pas, fait que je m'excuse. Ah mince, il faut jouer avec les paramètres d'affichage peut-être. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, ça ne va pas m'empêcher de poser ma question. Déjà, je voulais vous dire que ça me donne plein d'émotions. Là, votre laboratoire, ça me rejoint beaucoup, les problématiques de recherche
sur lesquels le laboratoire essaye de travailler. Puis présentement, moi, je travaille plus à la DRSP, donc à la Direction régionale de santé publique, mais en maladies infectieuses, tuberculose. Puis je me demandais si, parce que là, on voit que la COVID mobilise, puis il y a beaucoup de budget en lien pour des recherches avec la COVID, mais c'est sûr que, tu sais, il y a d'autres maladies infectieuses. Moi, en tout cas, je travaille beaucoup avec des migrants sans assurance maladie, avec des statuts super précaires, tu sais, atteints de tuberculose, puis c'est vraiment complexe. Alors, je me demandais, tu sais, si éventuellement dans le laboratoire à l'avenir, pour le moment, je vois que les projets, il y en a beaucoup sur la COVID, mais tu sais, est-ce qu'éventuellement, il y aura du financement pour d'autres problématiques? Ouais, c'est une excellente question. Non, bien sûr. Là, c'est sûr qu'on se concentre encore pas mal sur la COVID parce que, comme je disais, ça a vraiment mis en lumière des problèmes qui existaient déjà. Hein. C'est clair qu'on s'entend qu'il n'y a pas vraiment rien de nouveau. C'est simplement que ça a été exacerbé puis que ça a mis le projecteur là-dessus, la COVID. Moi, ma programmation de recherche, elle est beaucoup plus large que juste la COVID-19. Le projet sur les mineurs non accompagnés, par exemple, n'est pas du tout sur la COVID. Hein, c'est vraiment… en fait, on a fait une étude de cas sur la COVID, mais pas à Montréal, on l'a fait à Paris. Mais ce projet-là, sur la modélisation des soins globaux pour cette population-là, c'est vrai, ça va bien au-delà en fait du contexte de la COVID-19. Donc, bien sûr qu'on n'a pas vocation à juste travailler là-dessus. Oui, je sais qu'il y a énormément de problématiques pour les migrants sans statut, les migrants sans assurance maladie, et notamment les problématiques de pneumonie que vous soulevez. Donc, c'est vraiment des thématiques qui rejoignent complètement aussi nos intérêts là, dans cette équipe-là. Et c'est très, très probable que dans l'avenir, on cherche des financements qui soit se concentrent sur les maladies infectieuses, ou alors soit plus globaux que cela. J'ai plusieurs étudiants aussi qui sont intéressés en particulier aux problématiques de santé mentale. Mais bon, on sait que de toute façon, tout est lié. Hein, donc, je pense qu'il y a vraiment une ouverture, en tout cas, par rapport à cela. Et j'ai d'ailleurs déjà travaillé plusieurs fois avec des personnes qui interviennent sur la tuberculose, y compris dans les quartiers où il y a des populations autochtones qui sont présentes. Et je suppose que vous connaissez aussi ce projet-là d'ailleurs. Donc, ça fait partie justement d'innovations intersectorielles que je trouve super intéressantes à documenter et surtout essayer de voir jusqu'à quel point ça répond aux besoins de ces populations-là et comment est-ce qu'on peut justement partir de ce type d'innovation pour ensuite proposer des modèles qui soient plus adaptés, plus intégrés aussi, parce que souvent, on sait que c'est souvent un silo, ce genre d'initiative, et c'est vraiment dommage. Et puis, pouvoir les mettre à l'échelle aussi, ça, c'est vraiment un enjeu super important. Donc, on peut maintenir la conversation. Merci, effectivement. Super. Bonjour tout le monde, bonjour Lara, merci pour cette belle présentation. Moi, ma question va se situer par rapport aux déterminants. Au début, je pense que tu as beaucoup parlé sur les déterminants structurels, que vraiment, je pense que ta programmation se situe sur les déterminants structurels. Puis, on a l'habitude de voir que pour question de facilité, pour question d'habitude aussi, qu'on se situe beaucoup sur les déterminants plus intermédiaires, là, donc disons individuels. Est-ce que toi, tu vois des défis dans ta recherche, ta programmation de recherche, de se situer d'emblée sur ces déterminants-là et pas sur les déterminants intermédiaires, ce qui constitue quand même, je trouve, une belle position, puis de dire que moi, je me positionne ici, alors que la majorité, les politiques publiques, donc tout ce qu'on voit se positionne dans les autres déterminants. C'est une question importante, oui, c'est vraiment pas évident. Moi, je pense que ma formation en sciences politiques m'aide en fait pour
pouvoir comprendre aussi les enjeux pour les décideurs. C'est sûr que c'est toujours compliqué aussi. Il y a le temps de l'action qui n'est pas le même que le temps de la recherche. Bon, ça, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Donc, pouvoir impliquer, je pense que la clé se situe vraiment dans notre capacité à pouvoir intéresser et piquer, c'est ça, vraiment piquer l'intérêt des décideurs à tous les paliers. Donc, ça inclut la DRSP, hein, Anne, et puis aussi évidemment les municipalités, puis les gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, on essaye de les stimuler, on essaie de les inviter à nos rencontres, à nos ateliers, à nos présentations. Et puis surtout, on essaye de les mobiliser dans nos comités aviseurs. Et c'est là que, en fait, ça peut se jouer. Alors, ça peut créer aussi des frictions, hein, parce que les organismes communautaires, les intervenants, les gestionnaires des organismes communautaires, souvent, ils n'ont pas vraiment envie, hein, en fait, de se retrouver sur la même table de discussion avec des décideurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, par exemple. Mais on essaye de trouver des moyens, en fait, de consolider un dialogue, de créer les conditions d'un dialogue pour que les problématiques éventuellement soient mises sur la table, mais de façon toujours diplomatique. Et essayer de comprendre aussi de part et d'autre quels sont les enjeux pour les décideurs et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas d'emblée s'impliquer et s'engager à solutionner telle ou telle problématique. Donc, travailler vraiment presque quotidiennement avec ces personnes-là et puis les intéresser à ce qu'on fait, en fait, à nos démarches, à nos projets, à ce sur quoi on travaille. C'est vraiment une des clés les plus importantes, je pense, pour s'assurer qu'on puisse avoir un effet justement sur ces déterminants structurels. Sinon, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais est-ce que dans cette perspective, est-ce que la recherche ou bien les chercheurs, chercheuses jouent le rôle de médiation, je ne sais pas, d'interconnexion entre, par exemple, communautaires, les décideurs publics et tout? Est-ce qu'il y a un rôle particulier que la recherche joue pour ça? Oui, c'est super intéressant. Ben, ça me fait penser aussi au rôle de courtier de connaissances, hein, qui est très développé ici au Québec et qui commence à faire des émules aussi ailleurs. Je pense que oui, je pense qu'idéalement, les chercheurs devraient en fait aussi jouer ce rôle de vulgarisateur et de courtier, en fait. Et ça, c'est pas inné. Il y a plein de chercheurs qui ne sont pas formés à ça et donc il faut évidemment susciter cela. Moi, tous mes étudiants, la première chose que je leur dis quand ils rejoignent mon lab, c'est de suivre le MOOC en transfert de connaissances de Christian Dagenet parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne mise en matière justement pour savoir faire du transfert de connaissances quand on fait de la recherche. Et donc, il faut développer les compétences des chercheurs pour qu'ils apprennent à le faire, en fait. Parce que, encore une fois, c'est pas inné. Mais c'est un domaine que je pense que tu connais bien, justement. Donc, donc ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Moi, ça fait pas non plus très, très longtemps que j'utilise ces démarches-là de comité aviseur et d'implication de différents paliers du gouvernement dans mes comités, etc. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y aura certainement des ratés. En fait, le problème auquel on fait face aussi quand on fait des recherches et qu'on se repose sur des personnes, sur du leadership individuel, c'est qu'il y a beaucoup de turnover, que ce soit au ministère, que ce soit dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, il faut aussi essayer d'avoir des interlocuteurs qui ne soient pas seulement des individus, mais aussi des services, des unités potentiellement. Je pense que ça peut vraiment faire la différence à ce niveau-là. Parce que quand il y a une perte et que la personne qui connaissait bien le projet, qui était engagée dans le projet s'en va, ben, évidemment, c'est plus compliqué de devoir reconstruire à zéro la relation. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte quand on commence à faire une recherche. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaite intervenir. Il nous reste encore peut-être quelques minutes pour pouvoir continuer la discussion.
Bon, bah, écoutez, je pense que si personne d'autre n'a d'autres interventions, je voudrais juste mentionner qu'il y aura un prochain Midi Causerie sous ce format-là, le 18 novembre, avec Olivier Ferlat. Olivier Ferlat, qui est professeur adjoint au département de médecine sociale et préventive. Je n'ai hélas pas le titre de de cette conférence. Effectivement, allez voir Olivier aussi. Mais bon, c'est vrai que ces travaux de recherche sont surtout axés sur la relation entre la stigmatisation, la marginalisation, la violence et la santé chez les minorités sexuelles et de genre. Donc, je suis certaine que ce sera très intéressant. Donc, n'hésitez pas à consulter le bulletin et puis nos réseaux sociaux, puisque nous annoncerons le titre complet prochainement. Et vous pourrez vous inscrire à ce Midi Causerie aussi. Je pense qu'on va remercier Lara Gauthier pour cette présentation. Et puis, merci à vous toutes d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. Merci pour votre participation. Et les questions aussi, c'était super. Merci. Au revoir.